Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 8e épisode de La Forge. 8e après 3 mois. Ouais, 3 mois sans avoir fait de podcast. Donc, c'est-à-dire qu'on remontait en avril, je crois, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'était avril. Exactement, avril. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas été là. Je vais mettre mon filtre anti-pop pour ne pas non plus détruire absolument vos oreilles à chaque fois que je fais un son en p. Là, je viens de le faire actuellement. Je viens de vous détruire les oreilles. Bref, qu'importe. Nouveau podcast. Pour quelle raison? Parce que la chaîne reprend. La chaîne reprend un petit peu de l'ampleur. Pas du tout. Pas du tout. Je viens de flop actuellement. On va en parler. J'ai envie de pouvoir parler quand même de pas mal de choses aujourd'hui. Voilà, de mon retour, de qu'est-ce que j'ai fait pendant ces plusieurs mois, qu'est-ce que je compte faire là, en l'occurrence là, durant les prochains mois, et quels sont mes futurs projets, où est-ce que j'en suis sur la chaîne. Voilà, on va parler un peu de tout ça, et on va surtout parler à la fin de garder l'espoir. Alors on va un peu commencer quand même par ça, partie un peu chiante, voilà, pour ceux qui sont pas abonnés, qui suivent pas trop, mais peut-être que moi ça vous donnera l'envie d'aller voir ce que je fais et mon contenu. Voilà, donc juste pour ceux qui me connaissent pas du tout, qui juste ont été un petit peu intrigués par la miniature, voilà, ça, moi c'est le vide. Le vide, c'est quoi? C'est une chaîne qui a genre quasiment 27 000 abonnés actuellement, je crois qu'on est à 26 000,9. Voilà, donc je fais des vidéos où je parle de philosophie. Mon but c'est de pouvoir partager un message positif, bien évidemment, donc en l'occurrence un message aussi quand même d'espoir, mais toujours critique, et surtout ma pensée avant tout, donc je partage aussi genre ce que j'ai vécu. Par exemple, ma dernière vidéo et celle encore avant parle de choses qui sont très personnelles. En l'occurrence, il y a 2 vidéos où on a parlé de cette illusion qu'on peut avoir de l'amour, le fait de chercher l'amour en vain, voilà, dans des masques, dans des corps, dans des personnes qu'on ne connaît pas réellement, et qu'au final on ne tombe pas réellement sur le vrai amour. Et donc du coup on finit par désespérer à se dire que l'amour n'existe pas, pour maintes raisons. La vidéo encore avant, c'était sur le désir de ne pas exister. Donc bon, il y a beaucoup de choses actuellement voilà, qui sont très personnelles dans mes vidéos. La prochaine, que j'ai déjà finie, elle sera sur le fait que le temps passe de plus en plus vite et pourquoi c'est terrifiant. Euh, donc voilà, il y a pas mal de choses sur ma chaîne qui sont voilà, des sujets en ce genre-là et c'est un peu vers quoi je veux continuer et vers quoi je veux avancer. J'ai envie de faire des vidéos où littéralement voilà, je parle de sujets qui sont très personnels et parfois de trucs qui n'ont absolument rien à voir. Si j'ai envie de faire à un moment une vidéo sur un artiste musical que j'aime énormément, je le ferai. Bien évidemment, ce sera toujours comme ma patte, il y aura toujours un apport philosophique, mais il y a un groupe de musique qui m'intéresse énormément, que j'aime beaucoup, et je n'en ai pas vraiment trop parlé parce que je parle très peu de moi en réalité, je suis assez discret. Mais il y a un groupe de musique où j'ai réellement envie de faire une vidéo dessus. Peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. Bref, voilà, donc quels sont actuellement, on va dire, mes futurs projets? Je pense qu'on va peut-être en parler un peu après. Juste, on va parler un peu quand même de ces derniers mois. Alors, il y a 3 mois, donc on était en avril, donc avril, une phase assez spéciale. Je pense que c'est à peu près vers là que j'ai dû toucher le fond. Du côté avant ma vidéo sur le néant et après ma vidéo sur l'amour. Donc je venais de sortir d'une rupture. Voilà, je suis passé outre actuellement, mais à l'époque c'était difficile. Donc voilà, d'où ma vidéo sur l'amour où je mettais mes pensées dessus de quelqu'un qui avait le cœur brisé et qu'une part de lui ne croyait pas en l'amour et qui s'était rendu compte que en fait, oui, en fait, on peut trouver l'amour simplement. Voilà, ça m'est arrivé. J'ai vécu une relation qui était magnifique et puis maintenant j'ai pas de regrets. C'était quelque chose de beau et puis c'est fini et c'est comme ça et c'est la vie. Mais bien évidemment, comme toujours, voilà, il y a toujours une phase négative et c'est normal. C'est une phase entre guillemets, on va dire j'ai envie de dire de deuil, parce que voilà, on va dire que c'est le deuil d'une relation. C'est pas non plus la même chose qu'un deuil d'une personne, mais c'est un peu ça, parce que cette fille-là, je la reverrai jamais. Et j'ai pas envie de la revoir actuellement, parce que c'est une fille du passé, donc j'ai pas de choses à aller faire avec elle, donc ça sert à rien. Peut-être que je la recroiserai, mais c'est du passé. Et ça fait mal. Ça fait mal. J'ai eu une phase assez déprimante où je me disais que ouais, c'était vraiment, ouais, il y avait ce désir de ne pas exister. Et c'est là du coup que j'ai commencé à mûrir mes idées, en l'occurrence sur ma vidéo qui est sortie juste avant,
Et cette idée de la gangrène, du fait que bah, quand il y a une chose dans notre vie qui ne va pas, c'est comme une sorte de dissonance avec ce qu'on est réellement. C'est-à-dire que au fond de nous, on est quelque chose qui profondément a besoin de s'épanouir, mais qui n'arrive pas à s'épanouir. Parce qu'il y a cette chose-là qui nous bloque profondément, et c'est le regard des autres, c'est nous-mêmes, c'est la vie juste qui met des événements, et donc ce qu'il faut faire, c'est il faut grandir et accepter qui on est, et pouvoir aussi surmonter les événements. Voilà, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, la morale quoi, de ce message, c'est que il faut comprendre qui on est, et ce sera en l'occurrence un des sujets de vidéos que je vais aborder bah, prochainement sur la chaîne. Ça va être un peu ça qu'on va vouloir parler. Donc, phase très compliquée là pendant les derniers mois parce que bah voilà, c'était les partiels, c'était aussi une phase où j'ai eu deux trois événements pas giga fun dans ma vie, mais j'ai pas envie d'en parler non plus. Euh, voilà. Et actuellement, donc forcément, étant étudiant entre deux périodes scolaires, et ben je travaille, voilà, pour faire un petit peu d'argent. Et là, je fais de la restauration actuellement, voilà, donc je suis serveur. Et c'est compliqué parce que pour les vidéos, du coup, ça fait que parfois je rentre tard le soir. J'ai une pause entre les deux shifts du matin et du midi. Donc là, j'ai un peu de temps pour pouvoir bosser mes vidéos, pour lire mes livres. Et ouais, c'est compliqué parce que bah, j'ai envie d'être parfait dans ce que je fais. Donc j'ai envie de pouvoir lire des livres. Là, aujourd'hui, je me suis lu un bouquin de philo sur plusieurs jours. Je prends des notes, j'essaie de pouvoir faire en sorte que ce soit quali, ça va bien. Et en fait, ça prend du temps. Et c'est fatigant. Et du coup, ça fait que là, j'ai envie de ralentir un petit peu le rythme. J'ai un peu d'avance sur mes vidéos. Là, j'ai une vidéo qui est déjà prête depuis plus d'un mois. Donc, quand j'avais posté la dernière vidéo il y a 3 semaines, j'avais déjà préparé cette vidéo-là. Donc, là, actuellement, je sais que je vais la sortir probablement dans 2 semaines. Parce que là, j'ai vu que la dernière, elle avait flop. C'est comme ça, c'est la vie. Et en ce moment, sur YouTube, il n'y a pas des giga grosses vues. Avec d'autres collègues aussi, on a remarqué ça, que beaucoup de vidéos en ce moment ont flop. Euh, donc je pense qu'il y a une grande part de ça qui est dû au fait que ce soit l'été. L'été, les gens sont moins sur YouTube. C'est juste statistique. C'est comme ça et bon, c'est la vie. Donc pour l'instant, moi, ce que je me dis, c'est bah, je suis pas un mec qui est accro aux stats. Je veux juste faire du contenu. Et donc, même si j'ai quand même envie de pouvoir partager mon message, si je peux faire en sorte de pouvoir gagner un petit peu de temps pour moi et de prendre un petit peu de temps pour vivre, ce qui est un peu le message de ma vidéo qui va sortir, bah je vais pas me faire du mal à vouloir rusher alors qu'en plus j'ai mon taf qui est à côté. Non, je prends du plaisir dans ma vie, dans ce que je fais et dans tout ça. Et donc simplement ce que je vais faire, bah, c'est que bah là je vais continuer à faire voilà mes vidéos. Je vais un petit peu les stacker. Et comme ça, bah quand je voudrais faire une grosse production, j'aurai plus de temps. Voilà, si je fais une vidéo de 50 minutes, j'aurai plus de temps. Parce que là, la prochaine vidéo, elle dure 35 minutes, c'est long 35 minutes. Faut se dire que voilà, 50 minutes, ce serait l'équivalent d'avoir fait ces deux vidéos-là, ce qui était extrêmement long. Mais encore plus dur parce que bah, quand tu fais une vidéo YouTube, il faut garder une certaine cohérence dans ton propos. Une certaine cohérence dans ton propos. Je me répète parce que je parle trop vite. Et c'est vraiment crucial, surtout en philo, parce que bah, si je dis de la merde à un moment, en fait, c'est pas bien. En fait, il faut que ce soit cohérent. Donc, si je fais une vidéo de 50 minutes, il faut que ce soit une vidéo qui soit parfaite, 50 minutes, en termes d'écriture. Et c'est dur. Parce que plus le script est long, plus la vidéo elle est longue, et plus c'est fatigant, et plus c'est éprouvant, et bref. Actuellement, je compte pas en faire parce que là, bah, je bosse, donc je ne veux pas me mettre sur le dos une vidéo qui sera un fardeau que je vais traîner pendant plusieurs mois alors que j'ai des lectures à faire, j'ai des gens à voir. Genre, j'ai envie d'avoir une vie à côté, donc là, je vais faire des vidéos un peu plus chill. Actuellement, là, j'en ai plusieurs en tête, dont une qui est aussi déjà bien avancée, donc je pense que je vais partir sur celle-là. Et voilà. Dire que la suite de la chaîne, ça va être ça, ça va être la même chose. Encore une fois, des vidéos où juste je me fais kiffer, où je me prends pas la tête, et juste bah, je fais du contenu que j'aime bien. Et voilà. Pas besoin de se prendre plus la tête. Je veux juste faire des vidéos que je kiffe. Et j'ai déjà deux trois idées. J'ai, on va vrai dire, beaucoup d'idées. J'ai envie de faire des séries de 3 épisodes. Par exemple, là, j'ai commencé en fait une série sur un peu, on va dire, le sens de la vie. Voilà, donc le premier épisode, c'était le néant. Le fait de se dire bah, pourquoi on existe en fait, quoi. La deuxième partie, du coup, c'est celle qui va sortir.
c'est de se dire, ok, mais en fait, le temps passe trop vite et on n'a qu'une seule vie, alors comment pas la gâcher? Voilà. Et la dernière partie, en l'occurrence, qui va sortir, je pense, le mois d'après, pour faire en sorte quand même que les 3 épisodes se suivent, ça va être réellement la conclusion, qui est de comprendre réellement qui on est, pour se dire, voilà qui je suis et comment je peux vivre ma vie. Et bref, vous verrez ça sur la chaîne. On va parler de choses extrêmement intéressantes et j'ai hâte d'en fait, en parler. J'ai très hâte d'en parler. Bref, voilà un petit peu le petit résumé des projets sur la chaîne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Euh, j'ai pas envie de trop spoiler mes sujets, mais dans un sens, je sais que mes sujets sont tellement, je pense, atypiques. Pas pour me lancer des fleurs, mais juste parce qu'en fait, je pense que la manière dont je vais les traiter sera très unique. Et du coup, ça fait que en fait, je vais pouvoir apporter ma touche personnelle dessus, donc j'ai pas forcément trop peur d'en parler. Donc si d'autres sont intéressés, ils peuvent aussi en faire ça là-dessus. Donc juste dire les thèmes des séries. Il y en a une qui sera sur la science, et il y en aura une autre qui sera sur la vérité. Voilà, il y en aura une série sur la vérité et le langage, et une sur la science et la philosophie. Et il y en aura sûrement après une autre sur la technologie. Et, ouais, et une autre aussi encore sur la politique. Bref, voilà. En fait, c'est que il va y avoir des grandes séries qui vont se créer. En l'occurrence, là, la série sur l'éthique, donc c'est en fait la vie pratique en tant que telle, sur le comment bien vivre et donc tout ce qui est le sens de la vie, a déjà commencé. Et donc là, on a entre guillemets les premières bases qui sont 3 vidéos. Et après, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont se rajouter dans la playlist que je vais faire. Et ce sera cool. Parce que en fait, je trouve que ce qui est bien avec le fait de pas juste prendre un gros sujet, mais juste simplement se dire je vais le diviser en plus petits sujets, c'est que dans tous les cas, je ne pourrai jamais faire de vidéo qui sera exhaustive. En fait, c'est que c'est impossible de faire un contenu qui est exhaustif sur YouTube. On ne peut pas faire un contenu qui est parfait. Et donc, malheureusement, la plupart du temps, je me dis ah, j'aurais pu faire ça mieux. Ah, en fait, là, j'ai voulu faire trop. Et en fait, ça casse tout. Parce que tous les efforts que j'ai mis dans une vidéo, après, je pourrais pas les remodifier. Donc, je me dis, autant faire des vidéos qui soient un peu plus courtes de 20 minutes, comme ça, genre un mec qui est, je sais pas, juste il se dit, j'ai roté. Ce sujet-là, il est intéressant, putain, genre, je vais en dire un, allez, qu'est-ce que je peux dire? Bah, vas-y, on va prendre, le temps passe trop vite, quoi, tu vois. Il va se dire, ah, ok, c'est intéressant. Et il va du coup voir la suite, il va genre voir la playlist, il va faire, ah, attends, c'est quand même pas mal aussi, quand même, genre juste ça, trouver le sens de sa vie, qui est pas si mal, quoi, tu vois. Et tu vois, c'est que le mec, le viewer, ou juste en tout cas pour vous qui m'écoutez, bah, il pourra voir ces playlists-là et voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans le même thème, qu'est-ce qui va faire des échos, et il va se dire, ah ok, ça c'est intéressant, c'est intéressant. Et bah, en fait, il y aura des échos qui vont rebondir entre chaque vidéo, et voilà. Et aussi, il y aura des vidéos qui seront, mais vraiment, rien à voir, encore une fois, qui seront plutôt genre des analyses d'œuvres. Par exemple, j'ai envie de parler depuis très longtemps du Petit Prince. Bah, je vais faire une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo sur le Petit Prince, et puis ce sera une analyse de l'œuvre, à ma sauce. J'ai envie de faire une vidéo sur Huis Clos, je ferai une vidéo sur Huis Clos. Bref, il y aura plein de trucs qui vont arriver dans tous les cas sur la chaîne. Actuellement aussi, j'ai juste aussi une autre idée de vidéo qui était un peu plus chill, un peu dans le même style que la vidéo sur la causalité, qui sera sur. En fait, non, je vais pas le dire, je vais pas le dire. Parce que ça va arriver sur la chaîne, donc je vais pas vous le dire. Je vais pas vous dire ma vidéo alors que. Waouh! Chill, chill. J'ai pas envie non plus de tout vous divulgacher là. Je vous spoil le tout en fait. Mais en fait, vous êtes que 100 à regarder, donc c'est pas si grave. Bref, voilà du coup les différents petits projets que j'ai. J'ai pas voulu prendre non plus trop de temps parce que le but c'est pas tellement de m'étaler sur ma vie. Encore une fois, mes vidéos c'est juste du kiff quoi, tu vois. Donc pas envie de se mettre la pression. Voilà, juste je vous partage ça parce que c'est cool. Voilà, c'est vraiment un truc cool que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie d'en parler. Alors, déjà, vous pouvez actuellement contempler ce magnifique tableau qui actuellement est en face de vos yeux, qui est un tableau de Georges-Antoine Rochegrosse, voilà, qui est, si vous le souhaitez, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, quand j'étais de passage sur Nantes, il est aux Beaux-Arts de Nantes. Allez voir les Beaux-Arts de Nantes, magnifique. Il y a aussi un tableau qui s'appelle Le Déluge,
magnifique. Vraiment, genre. Juste, enfin bref, ce tableau-là, le déluge, parenthèse. Je me suis arrêté devant, et j'ai eu la mâchoire qui est tombée. Voilà, En fait, je ne pouvais pas détourner le regard du tableau, j'étais là juste et j'étais scotché au tableau et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc bref, vous irez voir le déluge si vous souhaitez voir le déluge. À mon grand désespoir, je n'ai pas réussi à le trouver en photo de haute qualité avec les bonnes couleurs que j'ai pu voir sur le tableau, donc je suis un peu deg. Mais mon second tableau préféré, c'était celui-là, parce que j'aimais beaucoup le message qu'il y avait derrière, et du coup, en le re-regardant, je me suis dit, ah, quand même, ce tableau, quand même, un truc vraiment beau. Dans les couleurs, voilà, et en fait, on a le rouge à côté, et on a, en fait, bah, genre, le bleu qui est en contraste. Et c'est vraiment beau, en fait, genre juste, c'est mon fond d'écran. Et on va en parler un tout petit peu, voilà, de ce tableau-là, parce que bah, il a un rapport avec simplement avec l'espoir. On vit dans un monde où tout part en couille. Et vraiment tout part en couille. C'est-à-dire que on voit bien avec l'IA, on voit bien avec juste les réseaux sociaux, on voit bien avec le capitalisme, on voit bien avec les guerres, on voit bien avec l'industrie, on voit bien avec la pollution, on voit bien avec plein de trucs. Et là, juste, j'ai gratté la surface que tout le monde voit, mais ça va bien plus profondément que ça. Et ce tableau, donc, il nous montre quoi? Il nous montre un homme qui est en train de plaindre la mort de la pourpre. Et la pourpre en tant que telle, là, c'est Orphée. Orphée, donc pour ceux qui ne savent pas, dans la mythologie, voilà, c'est celui qui est descendu aux enfers par ses talents de musicien pour ramener sa femme, c'était Eurydice, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas un grand spécialiste de la mythologie grecque, je vais regarder, mais je crois que c'est Eurydice. Juste pour vous dire, hein, ce podcast, oui, c'est ça, c'est bien Eurydice. Ce podcast est vraiment fait à l'arrache, hein, c'est vraiment juste, je me suis dit, ah, ça fait quand même 3 mois, de quoi je peux parler? Ok, vas-y, on parle de ça. Et du coup, je suis lancé. Du coup, oui, on peut voir, déjà, bon, il y a les couleurs qui sont magnifiques. D'un côté, le bleu qui s'oppose au rouge. Le rouge qui, du coup, bien sûr, montre la mort, mais aussi, du coup, la pourpre. Voilà, donc, bah, les habits, en fait, juste aussi romains de l'ancien temps. Parce qu'en fait, si vous savez pas, alors c'est un truc comme ça, mais euh, le bleu, à l'époque romaine et chez les anciens, n'existait pas. C'est-à-dire qu'en gros, que pour eux, le bleu, enfin, c'était pas réellement une couleur. C'est-à-dire qu'en gros, que c'est ils ne savaient pas en fait ce que c'était que le bleu, et dans leur vocabulaire, la couleur bleue n'existait pas. À l'inverse, le rouge était extrêmement présent, et en latin, souvent, enfin, je crois que le mot qui veut dire vêtement est synonyme de rouge en fait. Parce que les vêtements étaient souvent teints en rouge. C'est pour des conditions qui sont matérielles, parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas teindre en bleu parce que les colorants étaient juste trop compliqués à trouver. Et le bleu est apparu très tardivement comme une réelle couleur. Et là, vous allez me dire, mais du coup, le ciel, il disait quoi? Bah, pour eux, c'était une sorte de violet ou de. Je sais plus quoi, qu'est-ce qu'il disait? C'était dans un livre où j'avais lu ça, hein, mais bah, c'est en l'occurrence dans le livre qui s'appelle Bleu de Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, qui est un historien des couleurs, qui, en l'occurrence, a écrit une série de livres qui sont blanc, rouge, jaune, vert, bleu et noir. Ouais, il y a ces livres, il y a aussi Rose qui est sorti récemment, qui en l'occurrence se parle de l'histoire des couleurs. Et à l'époque, le bleu n'existait pas. Et on a donc du coup là sur ce tableau l'opposition entre d'un côté le rouge, et donc du coup genre, qui est mort, avec donc Orphée, avec la lumière, avec le divin, avec bah, tout ce qui était auguste. On voit aussi bah, bien évidemment la, la couronne de. À l'aide. La couronne de laurier, qui bah, montre vraiment genre, toute cette grandeur, tout ce qui est genre euh, apollonien en fait. Quoi. C'est ça vraiment, c'est la vertu, c'est l'art, c'est le goût, la culture, ça et tout. Et on voit derrière ce paysage qui est fumant, qui a des bâtiments sombres, avec du bleu, du violet, de la fumée, et une masse d'hommes qui s'accumulent dans les trains. Et il y a vraiment ce contraste entre bah, d'un côté voilà, la chaleur de l'ancien temps avec la lumière vraiment qui se baigne sur le visage d'Orphée, et à l'inverse, la fumée qui fait disparaître en fait juste la foule et l'humanité. Et donc là, on a ce rayonnement de l'ancien temps qui est en train de laisser réellement sa
dernière trace en fait de vie, parce que bah, si on regarde bien à côté, c'est un cadavre, hein, juste il n'y a pas vraiment de mort, mais quand tu regardes juste le ton de sa peau, quand tu regardes tout ça, tu te dis mais oui, il est en train de mourir, il n'y a que de la lumière sur le haut de sa tête, mais tu regardes ses pieds, il a plus rien de vivant en fait. Et là on a ce dernier homme qui est là et qui se dit mais c'est la fin en fait, c'est la mort de la pourpre. Voilà, donc il y avait vraiment cette opposition. Je, juste pour vous dire, euh, je ne pensais pas du tout partir dans une analyse du tableau. J'avoue que je suis parti un peu en couille et juste j'ai fait des liens comme ça. Et je me suis rendu compte à l'instant même de tout ça. C'est-à-dire que j'ai peut-être trop analysé le tableau. Enfin, là, je l'ai vraiment juste compris à l'instant. Enfin, j'avais bien évidemment compris le message de Orphée, tout ça et tout, de la lumière. Mais le truc sur l'analyse des couleurs par rapport au rouge et la lumière et la fumée, je viens de le trouver à l'instant. Et j'avais quand même compris cette distinction avant. Parce que j'ai pas non plus tout sorti de mon chapeau, mais je viens de comprendre à l'instant. Et du coup, je me trouve ça intéressant quand même de pouvoir le partager. Même si je parle pas encore d'art sur la chaîne. J'aimerais tellement pouvoir en parler quand même d'art, de peinture, de trucs comme ça. Et je le ferai un jour dans tous les cas. J'ai envie de faire une vidéo sur la couleur, mais qu'importe. Et du coup, voilà. Pourquoi ce tableau est là et pourquoi j'ai envie de pouvoir dire garder espoir, c'est que ce tableau représente exactement notre monde. On a délaissé le beau, le juste, le bon et toutes ces grandes vertus d'avant, les arts, la musique, pour la production. La masse d'hommes qui s'engouffrent dans les trains, les fumées qui sont là et qui font qu'on ne peut même plus voir les visages, alors qu'avant on avait cette lumière qui rayonnait, qui faisait que chacun d'entre nous avait cette part d'unicité en fait, de singularité. On était unis en fait tous par quelque chose de commun, des valeurs, ça et tout, peu importe la culture, et ça nous faisait réellement qu'on était quand même pas des choses quelconques et des produits de l'industrie, mais quelqu'un. Et donc, actuellement, on vit dans ce monde qui n'a plus l'air d'avoir d'espoir et on se dit, bah ouais, mais à quoi bon vivre en fait? À quoi bon vivre? Et ce tableau-là, du coup, juste nous montre vraiment ce drame, en fait, ce drame moderne qui est bah, la mort du beau, la mort du bon, en fait, et de tout ça, en fait, toutes ces choses qu'on avait à l'époque, bah, elles sont mortes, réellement. Et ça fait mal. Ça fait réellement mal, parce que juste, si notre génération, elle est autant perdue et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, c'est parce qu'on n'a plus de repères. On est dans une génération qui simplement juste essaie de pouvoir se reconstruire après tout ce qui a été détruit auparavant. Et le souci, c'est que bah, à quoi s'accrocher? Quand il n'y a plus d'espoir, à quoi s'accrocher? J'avoue que le sujet est très compliqué. Et j'aurais peut-être pas dû lancer le podcast comme ça à l'arrache, sans avoir un minimum eu de préparation avant. Parce que c'est pas facile de juste dire comme ça, garder espoir. Et j'ai pas envie de faire un podcast où juste je vous dis, oui, gardez espoir. Non. Je veux réellement qu'on trouve ensemble des solutions. Et je vais du coup essayer de vous partager un petit peu mes quelques réflexions que j'ai actuellement là-dessus. Et simplement essayer de pouvoir un peu les approfondir en live. Parce que bah j'ai toujours vu que je me développais énormément en apprentissant, en apprenant, dans l'apprentissage, mais surtout dans l'enseignement, dans le fait de partager ce que j'avais aux autres. C'est là que j'ai compris que je me développais le plus en tant que bah, humain, bien évidemment, et aussi dans mon intelligence. Alors, faut un peu comprendre le petit contexte qu'il y a avec tout ça et cette perte, entre guillemets, de l'ancien qu'il y avait avant et de tous ces grands idéaux. D'où est-ce que ça vient, en fait? Alors, je vais le schématiser très brièvement. Encore une fois, je peux pas réellement rentrer dans les détails à 100%. C'est pas possible. On est au XVIIe siècle. Et on a un Français qui s'appelle Descartes.
Descartes, c'est un mec qui voilà, vient d'une famille assez aisée, il a quand même genre une éducation, il a pas bossé de sa vie Descartes, il a fait la guerre mais il a pas bossé de sa vie. Voilà, il a quand même eu le luxe à son siècle de pouvoir philosopher seul dans son poêle. Alors un poêle du coup c'est une pièce chauffée, pour ceux qui savent pas du coup qui sont chauffés du coup par un poêle. Et Descartes, quand il philosophe dans son poêle, et qui voyage beaucoup, parce que Descartes voyageait beaucoup, il se rend compte que tout ce qu'on lui a appris avant, ça n'avait pas d'utilité. En fait, Descartes, il est là, il a reçu un enseignement au collège de la Flèche, collège jésuite de la Flèche, et il a reçu un enseignement qui est thomiste. Voilà, il a reçu un enseignement de la scolastique. La scolastique, c'est, on va dire, la grande école qu'il y avait à l'époque, qui est l'école qui enseigne une doctrine chrétienne, issue de saint Thomas d'Aquin. Voilà, c'est tout le thomiste, c'est issu de saint Thomas d'Aquin. Petit rappel sur saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est quelqu'un voilà, qui déjà est extrêmement intelligent. Et il ne faut pas le considérer que comme un théologien, parce que même s'il a fait de la théologie, c'est avant tout un philosophe. Voilà, et même en dehors de, voilà, de la religion et tout, c'est un auteur du Moyen-Âge qui est capital. Parce que si vous voulez comprendre les implications de la modernité, il faut comprendre saint Thomas d'Aquin. En fait, c'est que vous ne pouvez pas comprendre la philosophie et le monde moderne sans avoir toutes les pièces. Vous pouvez avoir une ligne directrice, mais il vous faut un squelette. Si vous avez lu David Hume ou Spinoza, sans avoir lu avant Descartes ou compris un peu Aristote, vous ne pourrez pas réellement voir tous les enjeux qu'il y a derrière. D'où le fait qu'il faut lire la philo dans l'ordre. Mais bon, j'ai déjà fait un podcast sur comment c'est la philosophie, vous pourrez aller le voir si vous le souhaitez. Et donc qu'est-ce qu'il fait Descartes, c'est que il voit l'ancienne philosophie, et en fait il se dit que cette science, elle sert à rien. En fait, il est beaucoup inspiré par d'autres philosophes, comme en l'occurrence, il y a Francis Bacon, si je ne me trompe pas, et Galilée. Deux scientifiques, dont un qui s'est quand même fait condamné par l'Église, parce que voilà, avec la révolution copernicienne, ils ont dit que le Soleil était au centre de l'univers et plus la Terre. Voilà, c'est, je check juste. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est que juste. Voilà. En fait, c'est que je suis fatigué et j'ai peur de dire de la merde en fait, et j'ai pas envie de laisser des infos de merde, donc je préfère vérifier quand je dis un truc. Euh, Parce que je connais mon sujet, mais vu que je l'ai pas préparé à l'avance, ce qui est un peu dommage, j'ai préfère être sûr à chaque fois que je dis un truc. Donc il sera pas aussi fluide ce podcast que les autres, mais au moins vous aurez peut-être le temps de pouvoir plus écouter et plus mûrir en fait ce que je suis en train de dire, ce qui est pas plus mal. Et bref, Descartes il se dit que tout ça c'est pas très très utile. À vrai dire, la philosophie d'avant, la physique d'avant, elle sert à une chose, c'est à comprendre la nature. Sans instrument mathématique. On comprend la nature avec des déductions, avec des syllogismes, bref, avec des outils qui sont logiques. Mais pour autant, toute cette connaissance-là, elle sert à rien. Elle peut peut-être servir un peu plus à pouvoir comprendre l'univers, Dieu, tout ça, et ce qui est tout le but d'ailleurs chez saint Thomas d'Aquin. Et chez Aristote, c'est aussi son but, parce que, pour rappel, saint Thomas d'Aquin est un philosophe qui, en découvrant Averroès, un philosophe musulman, a vu une part des travaux d'Aristote, et donc s'est intéressé à Aristote aussi, et donc a fait un parallèle avec la foi chrétienne, comme Averroès a fait un parallèle avec Aristote et la foi musulmane. Et Aristote, lui, sa philosophie, elle n'est pas pratique, dans le sens que sa physique n'est pas la même physique qu'on a aujourd'hui. J'en ferai une vidéo en l'occurrence, quand on parlera de la science, il y aura une vidéo sur ce sujet-là précis. Et donc par conséquent, elle n'est pas aussi utile que la nôtre. Genre nous on peut aller dans l'espace, on peut guérir des cancers, on peut faire tellement de choses, mais avec Aristote tu peux juste comprendre. Tu comprends en fait les causes, tu comprends la finalité, tu comprends le pourquoi réellement.
je pourrais rentrer dans le détail de la physique d'Aristote, mais c'est pas le sujet, et mes vidéos seront là pour ça, pour en parler, et vraiment dire la distinction qu'il y a entre les deux. Et juste pour dire que Descartes, il voit ça et se dit non, c'est pas utile. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste garder moi ce qui est utile et ce qui est certain. Parce qu'en plus, cette connaissance qu'il y a là, elle n'est pas réellement certaine pour moi. Je peux en douter. Donc, il va mettre en place son doute cartésien, qui est son plus grand outil, sa méthode qui va donc lui servir à pouvoir résoudre ses doutes. Et à partir de là, il va lui rester le cogito, et au fur et à mesure, il va continuer à pouvoir instaurer plein de certitudes. C'est pas réellement le sujet. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il va recréer une nouvelle physique. Car avec la méthode et sa physique où il se dit que on s'en fout des qualités de chaque élément, on n'est pas en train de regarder la forme comme chez Aristote, juste nous on regarde la matière. Et tout est matière, et la matière interagit entre elles avec le principe d'inertie. Une chose bouge et elle fera bouger une autre. Et donc du coup il y aura une causalité. Et du coup tout est déterminé. Et donc on peut tout calculer. Et donc par conséquent, on peut tout savoir et on peut devenir comme maître et possesseur de la nature. C'est le but de Descartes. Descartes, lui, ce qu'il veut, c'est marcher avec assurance dans cette vie. Donc avoir une philosophie qui est donc certaine. Et il veut aussi qu'on soit rendu comme maître et possesseur de la nature. En gros, un peu comme Dieu. Parce qu'en fait, on ne pourra jamais être réellement, selon Descartes, maître et possesseur de la nature, parce que ça revient à Dieu. Mais c'est vraiment son but, c'est de faire en sorte que cette philosophie et ce qu'on va créer comme science va nous aider à pouvoir contrôler les forces de l'univers et à les comprendre. Et par conséquent, bon, ça va évoluer. On va avoir plein de scientifiques, et puis à partir de là, ça va exploser. Beaucoup d'événements vont arriver, bien évidemment. On va avoir Newton, quelques siècles plus tard. On va aussi après avoir la découverte du pétrole et l'industrie. Et tout ça, c'est dû au fait que on a jeté à la poubelle une part de la physique ancienne qui mettait beaucoup plus l'accent sur trouver la vérité et des vérités sur l'humain, la nature, l'existence, Dieu, et Dieu au sens large, parce qu'encore une fois, comme je l'ai déjà dit, Aristote qui était païen en parlait avant saint Thomas, qui était chrétien, et même avant Averroès qui était musulman. Là je parle de Dieu au sens large, c'est-à-dire Dieu au sens d'Aristote en termes de cause première. Qu'est-ce que c'est que le bien, le beau, tout ça et tout. Et donc ça on l'a abandonné, et on s'est dit non, on va juste garder qu'est-ce qui est pratique. Et du coup on a tout mis sur une seule chose, l'utilité. Et vous verrez ça, c'est que de nos jours, c'est resté. On se rend pas compte à quel point la philosophie, elle forme les esprits, et je pense que je l'ai déjà dit dans mes podcasts, et peut-être que je me répète encore une fois, et je suis vraiment désolé si je me répète, mais je vais me répéter parce que il faut parfois se répéter. Encore une fois, comme dirait Nietzsche, il faut ruminer. C'est-à-dire il faut mâcher, 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 comprendre, et après on peut avaler. Si vous gobez tout simplement mes propos, vous ne pourrez pas comprendre. Pour les digérer pleinement, il faut ruminer. Donc prenez le temps, et écoutez plusieurs fois s'il vous faut. Et donc par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que pour avoir globalement voilà, skippé quand même pas mal de millénaires, parce que entre temps il y a quand même eu d'autres philosophes que je n'ai pas pu rentrer dans le détail. Il y a eu d'autres problèmes en l'occurrence avec la science qui ont causé qu'actuellement on se dit la plupart des scientifiques se disent peut-être qu'en fait la science c'est pas forcément si certain que ça. On en parlera aussi sur la chaîne. La plupart des gens ne pensent pas ça. La plupart des gens pensent que la science est indubitable et que la science dit la vérité. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça parce que la science de Descartes a quand même un petit problème. Et bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vous dire que tout ça a mené à une société où ce qu'on voulait avant tout, c'était l'utilité. Pour ceux qui font de la philosophie, je vais vraiment vous donner un tips qui est extrêmement important. J'ai dit avant qu'il fallait toujours voir le contexte philosophique. Mais ce qui est important dans le contexte, c'est les prédécesseurs, et surtout la physique dans laquelle le philosophe se place. Parce que Spinoza se place dans la physique de Descartes. Il va la remanier un petit peu, mais il se place là-dedans.
David Hume aussi, etc., etc. Les gens se replacent dans les idées de leurs prédécesseurs. Et du coup, la philosophie, c'est un mouvement qui avance comme ça. Et en fait, on va recorriger ce qui n'y avait pas de forcément bon avant. Et parfois, c'est un peu un problème parce que du coup, les gens ils visent pas réellement toujours la vérité, mais plus l'innovation. Se dire, on va avoir une idée nouvelle, même si elle est fausse. Mais c'est pas trop le sujet. Juste pour vous dire, on est encore influencé par la physique de Descartes. Même si actuellement c'est en train un peu de s'effondrer parce que voilà, il y a eu beaucoup d'événements au siècle dernier, comme la crise des fondements, les théorèmes d'incomplétude de Gödel et le principe d'incertitude de Heisenberg. Bref, beaucoup de choses qui ont fait qu'actuellement la science tremble, mais le fait est toujours là, qu'actuellement on vit dans un monde qui a été gouverné par une chose qui est l'utilité, et ça se représente partout. Et l'utilité a été aussi mise sur un niveau personnel, parce que si j'ai parlé premièrement de l'utilité chez Descartes et la certitude, j'ai parlé de l'utilité, mais la plus grande certitude chez Descartes, c'est le cogito. C'est de dire cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Et donc, c'est-à-dire que le fondement premier en fait de la philosophie de Descartes, c'est le sujet, c'est l'humain, c'est le je, c'est le ego. Il n'y a pas de mot en français pour dire ça. Le je, c'est encore trop vague. C'est vraiment le ego. Et je dis le ego et pas l'ego parce que c'est deux choses différentes. Mais je dis vraiment le ego. C'est ça le cœur. C'est de là qu'est venu le mouvement du solipsisme. Le solipsisme, c'est se dire que tout autour de nous n'est qu'une illusion, et que nous sommes le seul être qui soit réellement conscient de la réalité, et que tout le monde autour ne sont que des automates, des zombies, des personnes qui n'ont absolument aucune conscience ou des créations de notre esprit. On n'a laissé que l'individu. Et ça a eu un impact en politique. Et ça fait que, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais contrat social, le pacte de chez Hobbes, bref, l'homme est en guerre contre l'homme, et l'homme est tourné vers lui-même. Globalement, c'est ça. Juste, je fais un gros résumé parce que j'ai pas envie de encore une fois repartir sur 10 minutes. Ce qui était important, c'était l'utilité. Maintenant que vous avez compris ça, c'est-à-dire que on est dans un monde où les gens sont concentrés d'abord sur eux. Ils veulent de la certitude avant tout. Parce que dans un monde où il n'y a plus de racines et d'endroits où vraiment pouvoir s'attacher, se dire je m'accroche à ce roc et à cette certitude, il n'y en a plus. On a tout détruit. Au siècle dernier, même Dieu est mort. Dieu est mort dans les peuples. Les gens ne croient plus en Dieu. La certitude d'un au-delà, elle est morte. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Il n'y a plus de certitude. Donc les gens veulent s'accrocher à ça, ils veulent s'accrocher au certain, ils veulent s'accrocher donc du coup forcément à la science, qui a une utilité, qui a de la valeur. D'ailleurs, encore aujourd'hui, moi qui suis en philosophie, dès que je dis que je fais de la philo, on me demande mais à quoi ça sert? C'est quoi l'utilité? Et vous aussi, on va vous demander à quoi ça sert. Et donc, bien évidemment, le rapport va du coup se transformer par rapport à la valeur. Qu'est-ce que la valeur d'une chose? Et bien en fait, elle va être vue sous le regard de l'utilité. Et là, pour réellement repartir sur quand même le sujet qui est quand même garder l'espoir et pas encore répéter des choses que j'ai déjà dû dire avant, je pense, dans un autre podcast, les relations humaines ne sont plus vues que d'un point de vue de l'utilité. Probablement que comme beaucoup de personnes actuellement, vous êtes dans cette sorte de sensation où vous ne vous sentez pas réellement comme ayant de la valeur. Parce que la seule valeur que vous avez, c'est une valeur d'utilité par rapport aux autres. Et donc du coup, vous perdez espoir en vous disant « je ne sers à rien ». Ma vie est futile et je n'ai rien à penser à ce monde. La plupart des hommes actuellement, et je parle de hommes avec un petit H et pas des humains, la plupart des hommes ont ce besoin profond de se sentir utile.
ils veulent vraiment pouvoir, comment dire en anglais, provide. J'ai pas le mot en français, mais on va plutôt dire le mot soutenir. Mais c'est plutôt, on va dire, pouvoir aider, en fait, simplement. Voilà, c'est juste se dire, bah, je peux rapporter de l'argent. Je peux aider les plus faibles. Je peux être là, en fait. Je peux avoir une utilité, je peux avoir une valeur, et ma vie peut avoir une valeur. Et à ce moment-là, certains vivent leur vie comme ça. Certains vivent leur vie en se disant, bah oui, j'ai une valeur, je sers au monde, à la société, tout ça et tout, et puis voilà, c'est bon en fait. Juste, je continue. Et on verra demain. Et en attendant, je me distrais et je prends du plaisir. Et certains, ils se disent, non, j'ai pas cet espoir-là dans les autres. J'ai pas cet espoir-là dans le fait de me dire que j'ai de la valeur. Juste, je suis là, et j'ai pas d'espoir. Parce que je suis pas utile. Parce que je me rends compte profondément que je ne suis pas utile et que vous non plus n'êtes pas utile. Vous tous qui pensez être utile et qui ne font que servir une cause plus grande qui les dépasse, qui seront jetés à la poubelle, qui se feront licencier de ça et tout, vous n'êtes pas utile non plus. Vous ne faites que tourner une machine qui dévore et qui ne pense qu'à elle-même. Où toutes les personnes qui sont à nos têtes et qui nous contrôlent ne pensent qu'à eux-mêmes. Et on n'est que des pions et des rouages qu'on remplace dès qu'on grince un tout petit peu. Dès qu'on râle, dès qu'on essaie de faire quoi que ce soit, on remplace. Et la machine tourne, et les billets s'impriment. Et du coup, on voit l'état du monde. Et on voit la machine qui continue d'avancer, avec toujours plus de progrès, toujours plus de science, toujours plus d'utilité, et toujours moins de valeur dans l'humain. Bientôt, ce sera l'IA qui aura toute la valeur. Bientôt, l'IA aura une âme. Parce que ce qui faisait avant, réellement tout le poids de l'existence et la valeur de chaque vie humaine, son âme, ne vaudra plus rien face au froid de la machine et au calcul implacable. Les guerres nous détruiront pour, encore une fois, l'utilité, pour l'ego. La planète finira par mourir aussi. Les ressources seront arrachées aux plus pauvres. Encore une fois, pour l'ego. Les gens s'entretueront. Et encore une fois, pour l'ego. Voilà donc le monde dans lequel on vit. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire comment garder espoir. De base, je voulais juste parler simplement de garder espoir de manière extrêmement simple. De dire, bah, quand on vit un truc difficile, comme les derniers mois que j'ai pu vivre, après une rupture, après un événement plus grave de la vie, comme un décès. Pour ce genre de choses-là, sachez une chose, le temps fera les choses. C'est tout con, mais il faut parfois laisser du temps au temps. Il faut savoir goûter à la vie et voir qu'est-ce qu'elle a réellement de plus profond et voir réellement sa valeur au-delà d'ailleurs de l'utilité. Parce que la vraie valeur des choses n'est pas dans l'utilité. Mais pour ce qui est de ce cas plus pressant du désespoir du monde, là, il faut pas laisser le temps au temps. Parce que le temps il joue contre nous. La vérité c'est que beaucoup sont pessimistes. J'ai bien vu un autre youtubeur qui avait fait un post récemment où il disait que réellement il n'avait pas d'espoir. Peut-être que je suis naïf de vouloir en avoir. Et peut-être que juste. Enfin, j'imagine, peut-être que je ne suis pas assez lucide. Parce que bah, je trouve que ce mec-là fait des meilleures vidéos que moi. Je vais être honnête. En tout cas, elles sont différentes, mais je trouve que ce mec-là a une très bonne réflexion. Je pourrais pas en tout cas me comparer à lui parce que bah, c'est des choses différentes qu'on fait. Il fait un peu de la philo, mais je trouve que c'est un peu plus quand même de la psychologie, mais il y a une très belle réflexion et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Même si je trouve que c'est un peu poétique, et c'est très poétique, et c'est pas toujours forcément extrêmement appuyé sur quelque chose qui est rationnel, mais plus appuyé sur une sorte d'émotion. Et ce qui, je pense, aussi est bien, parce que bah, du coup, ça nous parle en fait. Et ça fait que ça met des mots sur les mots, et c'est parfois ce qu'il faut. Parfois, c'est aussi ce que je fais, et ça marche très très bien.
Mais moi, je me dis qu'on peut pas ne plus avoir d'espoir. En fait, c'est que dès le moment où on arrête de se battre, c'est là qu'on meurt. En fait, ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'actuellement, Orphée, il est à vos pieds. Il est au mien. Et là, vous êtes ici, entre deux vallées. Vous pouvez décider simplement de partir dans le train avec tout le monde, de descendre dans la brume et le bleu, et laisser la mort et le pourpre derrière. De pas vouloir ramasser le flambeau, et juste laisser la lumière s'éteindre. Ou sinon, vous pouvez juste vous dire, peut-être que ma vie a une valeur qui va au-delà de l'utilité. Peut-être qu'elle va au-delà simplement de l'utilité que je peux apporter à moi-même. Peut-être que simplement, elle a une valeur plus grande que ça, qui va justement au-delà de moi-même. Et là, encore une fois, c'est compliqué, parce que la plupart d'entre vous pourront dire à quoi bon. J'ai croisé une fois un mec, je me souviens, c'était à la fête de la musique, et j'étais donc dans le métro parisien, et le métro parisien aime bien parfois tomber en panne. Et donc pendant 1 heure, je parlais avec ce mec-là, et on parlait un peu du sens de la vie, parce que je dis que je faisais de la philo, donc on discutait. Et il me disait, mais à quoi bon faire le bien si dans tous les cas tout le monde fera le mal? Pourquoi faire le bien? Pourquoi ne pas être égoïste dans un monde où tout le monde en fait simplement l'est? La solution n'est pas d'être parfait. Encore une fois, je ne crois pas réellement aux idéaux. Je suis pas quelqu'un qui est profondément idéaliste. En fait, peut-être qu'en disant ça, je me mens un peu à moi-même. Je sais très bien que j'aime beaucoup les idéaux, mais j'ai appris avec le temps, avec des lectures, que les étoiles étaient bien trop hautes pour nous. Et que sur Terre, on peut avoir une part de divin qui nous force à pouvoir lever les yeux vers le ciel, mais on n'a pas les ailes pour y aller. On peut simplement continuer à gravir les montagnes avec nos mains et nos pieds, en souffrant, en pleurant, en saignant parfois. Et c'est la seule chose qu'on peut faire. Ou on peut aussi tourner le dos et descendre dans le sous-sol. Qu'est-ce qui vaut réellement la peine de se battre? C'est ça réellement la question. C'est est-ce que ça en vaut la peine? Je pense que il faut voir la valeur d'une chose à se dire est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine de se battre pour l'humanité? Parce que si on pense qu'à nous, on se dira qu'est-ce qui vaut la peine que je me batte pour l'humanité? Pourquoi moi je le ferais? Est-ce que ça en vaut réellement la peine? Est-ce que genre moi je peux sauver l'humanité? La réponse est non. Je ne peux pas comme vous ne pouvez pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dès le moment où je lâche mon ego et que je me dis que je fais un peu mieux, si moi je fais ça, je reprends le flambeau en fait. Je décide de me dire, je vais pas rester là à pleurer sous le sort de la pourpre qui est morte. Je vais pas rester là en me disant, ok, je reste dans le rouge et je refuse d'affronter la modernité et le bleu. Juste, je laisse la pourpre avec moi. Et pendant qu'elle se nécrose et qu'elle meurt, je meurs aussi dans un ancien temps. Ce n'est pas non plus se dire, j'abandonne la pourpre. Je laisse le rouge là-bas et je plonge dans le bleu, dans le froid, dans la fumée, où j'arrive même plus à voir vraiment mon visage avec tous les fantômes et les masques. C'est se dire, je ramasse la flamme. Je ramasse la flamme et je raplace le flambeau. Et surtout, je rapporte cette nouvelle couleur. Je rapporte ce rouge dans ce monde qui est trop bleu. Et c'est là qu'on peut en faire un mélange. Rapporter un peu de chaleur.
Ça paraît juste bête dit comme ça en fait, mais le but n'est pas de dire qu'il faudra retourner en arrière. On ne pourra pas retourner en arrière. Ce qu'il faut, c'est juste dissiper le brouillard. Commencer à faire en sorte que chaque humain, chaque personne, se rende compte qu'elle n'est pas quelconque mais quelqu'un, et qu'elle prenne aussi son flambeau, et qu'elle monte sa lumière. Et peut-être que vous, votre toge, votre habit ou quoi que ce soit, n'aura pas forcément la couleur pourpre. Elle aura votre couleur. Et vous pourrez l'arborer. Mais ce qu'on désire réellement en tant qu'humain, c'est ça en fait, c'est pouvoir s'épanouir avec notre singularité. Se dire que je refuse de me conformer à tout ce monde qui ne vaut que pour l'utilité et qui est une machine qui nous dévore tous, même les gens les plus intelligents qui sont au sommet, qui se font beaucoup plus dévorer que nous d'ailleurs, parce qu'ils sont dévorés par leur propre avarice. Et se dire, je refuse. Je n'ai pas envie réellement de démissionner, de se dire je me mets en paria de ce monde. Je veux pas être là à dire que je suis différent. Je mets de la distance avec le reste du monde et puis voilà, vivez. Vivez et restez là pendant que moi je me sens très très bien. Très très bien dans mon confort à me rendre compte que tout le monde va droit dans le mur. Non. Ce qu'il faut, c'est arborer sa couleur. Il faut arborer sa lumière et il faut la montrer au monde. C'est là qu'on peut réellement voir l'espoir. C'est à partir du moment où on se dit, oui, je montre réellement qui je suis et que ma valeur ne va pas dans l'utilité. Ça ne sert à rien d'être qui vous êtes. Ça ne sert à rien. À vrai dire, la plupart des entreprises ou genre de toutes les boîtes, même toutes les personnes, n'aimeront pas qui vous êtes. Ils ne voudront pas de qui vous êtes. Ils voudront juste que vous soyez un numéro. Un numéro sur une fiche de paye. Un numéro qui prend ses heures. Un numéro qui travaille. Mais soyez juste humain. J'ai pas de conseils bateau pour vous dire de garder l'espoir. J'ai pas de choses, voilà, pour vous dire d'aller fixer les étoiles et de vous dire oui, il faut qu'on parte dans un idéal. J'ai pas de passé à vous dire qu'il faut rester dedans et repartir en arrière. J'ai ni idéal, ni retour en arrière. J'ai rien à vous proposer. L'espoir, pour moi, c'est un flambeau. C'est un brasier qu'il faut juste pouvoir passer au prochain. Alors si vous êtes venu ici en vous disant mais qu'est-ce que j'ai à faire de ma vie? Je peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider. Mais évidemment, j'aurai ma vidéo sur l'âme qui va parler de ça et de comment réellement, en profondeur, réussir à comprendre qui on est. Et ça, c'est qu'un préambule, ce que je vous ai apporté ici. Là, c'était plutôt entre guillemets une sorte d'explication de, voilà, l'état du monde actuel, comment on en est arrivé à là, et comment on a perdu, entre guillemets, la valeur des choses réelles. Qui ne se trouvent pas dans le quelconque, mais dans le quelqu'un. Je vais vous dire un truc. Mes vidéos ne marchent pas actuellement. J'ai fait des stats vraiment pas fous. Vraiment pas fou. Et en fait, je me suis dit au début, putain, pourquoi en fait faire tout ça? Pourquoi? Je pourrais juste arrêter et puis passer mon temps à simplement garder mes idées dans mon carnet, quoi. En fait, juste passer mon temps à lire, à prendre des notes et à accumuler et à mourir avec ça. Et en fait, c'est en voyant vos commentaires à chaque fois que je me dis, putain, on peut peut-être y arriver. À vrai dire, si vous aussi vous vous lancez là-dedans, à votre échelle, dans votre vie, ça pourra marcher. Soyez juste un phare, un passeur de flambeau. Qu'importe ce que vous serez, soyez juste vous-même et passez l'espoir. C'est la seule chose que vous avez à faire. On se reverra bientôt de toute façon pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, prenez soin de vous et à très bientôt.